Au sommaire de ce journal, l'opposition et la majorité sur la même longueur d'onde. Non au report des élections législatives à venir. La classe politique se dresse contre le rapport adopté par l'Assemblée nationale. Vous l'entendrez, elle s'est prononcée sur le sujet au terme d'une réunion ce vendredi. Et puis, dans l'actualité de ce DJ également, cette signature de convention entre le FFS et l'AGIR. Une occasion pour le président de l'AGIR, Adaman Kanazoé, et désormais ex-conseiller du chef de l'État, de revenir sur sa démission et l'affaire rétrocommission sur un marché de construction de routes à l'origine de sa démission. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Un invité dans ce journal, nous recevrons ce soir le deuxième vice-président du MPP, Issa Dominique Konaté. Il viendra nous parler du congrès extraordinaire d'investiture du candidat de la majorité. Un congrès qui se tiendra demain. Ça sera pour tout à l'heure dans quelques minutes. Mais avant, d'abord, tout de suite, direction le Mali avec ces images que vous allez voir défiler sur vos écrans. Bamako, où peut-être l'atmosphère est en train de chauffer, elle surchauffe même. Bamako est peut-être en train de basculer. Vous voyez l'Assemblée nationale assiégée, la télévision nationale également saccagée et assiégée, Bamako, dans la violence. Et pour en parler, nous sommes au téléphone avec Malik Konaté. Il est journaliste indépendant. Malik Konaté, bonsoir. Malik Konaté, bonsoir. Bonsoir. Malik Konaté, comment est l'ambiance à Bamako en ce moment? Il est 19h30 passé. Comment est l'ambiance à Bamako? Actuellement, les deux ponts du district de Bamako sont tous bloqués et les passants sont toujours sur le pont. Et actuellement aussi, il y a des manifestations dans le district de Bamako, telles qu'en commune 3, en commune 4, commune D et commune 1. Donc on peut dire toujours les manifestants sont toujours dans la ville et les forces de l'ordre sont en train de disperser les gens de gauche à droite. Mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à maîtriser la situation. Les manifestants avaient assiégé l'ORTM, la cité administrative, l'Assemblée nationale. Les forces de l'ordre sont arrivées vers 17h30 comme ça, vers l'ORTM, la télévision nationale, et ils ont pu libérer la télévision nationale. Mais jusqu'à présent, ça ne met pas. Et l'Assemblée nationale aussi a été saccagée et pillée. La cité administrative aussi a été libérée par les forces de l'ordre. Et actuellement, il y a eu vraiment une altercation entre les forces de l'ordre et les manifestants vers le quartier Amdalaï, en commune 4 du district de Bamako. Alors, qu'est-ce que réclament les manifestants au juste? Le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta? Les manifestants, au début, c'était le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. Après, ils ont changé d'avis en demandant au président Ibrahim Boubacar Keïta de dissoudre l'Assemblée nationale et de changer les 9 sages de la Cour constitutionnelle et de demander aussi, ils ont demandé le départ du Premier ministre, Dr Boubou Cissé, et ils veulent nommer un Premier ministre plein pouvoir avec un gouvernement d'union nationale. Mais actuellement, après un refus d'Ibrahim Boubacar Keïta l'autre jour, parce qu'ils étaient en contact avec Ibeka, ils l'ont rencontré, Ibeka les a renvoyés voir l'opposition, la majorité présidentielle. Et les manifestants ou les leaders de ce mouvement se sont vus comme un mépris envers leur personne et ils ont décidé de ne plus reconnaître Ibeka comme président à partir de ce soir et ils ont demandé au peuple malien la désobéissance civile, de bloquer les services de l'État, sauf les services de santé. Et ils ont demandé aussi aux manifestants d'occuper et installer systématiquement tous les ponts et les ronds-points du district de Bamako et les entrées aussi des capitales régionales. Et ensuite, ils ont demandé aussi aux manifestants de bloquer aussi les principales sorties des villes, telles que les régions. La région de Kaï a été bloquée déjà. À partir de Kati aussi, Bamako a été bloqué. Ségou, la même chose. Sikasso, la même chose. Mopti et à l'extérieur du pays. Et aujourd'hui, ils demandent juste le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. Malik Konaté, est-ce qu'on est en train de se diriger progressivement vers une insurrection populaire? Et puis, deuxième question, où est-ce que se trouve Ibrahim Boubacar Keïta à l'heure actuelle? Est-ce que vous le savez? Actuellement, quand même, la tension reste toujours, parce que depuis 17h, aux environs de 17h,
après le discours d'Issa Kaoudim, l'un des porte-parole du mouvement du 5 juin. Ils ont demandé aux manifestants d'aller occuper la cité administrative et d'aller occuper aussi l'Assemblée nationale et l'ORTM. Et on peut dire que c'est le début d'une insurrection populaire parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à là où nous sommes, les forces de l'ordre n'arrivent pas à maîtriser la situation. Et pour dire que le président Ibrahim Boubacar, il est où? En tout cas, ce que nous avons vu avant le début de la manifestation, nous avons vu que le quartier Sébenou Kroké, le quartier là où loge le président de la République, est sous sécurité, c'est-à-dire sous haute tension de sécurité, et on a vu qu'il y avait plus de 200 militaires aux alentours de la maison du président de la République. Donc on peut dire peut-être qu'il est dans sa maison, mais pour l'instant on ne peut pas dire là où il est. Mais il y a des sources, des informations qui circulent sur les réseaux sociaux en disant que le président de la République et sa famille est actuellement au camp de la MINUSMA. Mais pour l'instant, à notre niveau, nous n'avons eu aucune confirmation pour confirmer l'information où est actuellement le président de la République. Dernière question importante aujourd'hui. Comment se comportent les forces de l'ordre? Ou est-ce que les forces de l'ordre se situent du côté des manifestants ou du côté du pouvoir? Au début, les manifestants étaient au côté du peuple, c'est-à-dire des manifestants, parce que nous avons vu les manifestants ont pris l'ORTM, la cité administrative, l'Assemblée nationale sans combat ou sans force, parce que les forces de l'ordre ont laissé tout simplement les manifestants de pénétrer dans ces locaux. Mais on peut dire actuellement les forces de l'ordre essayent de chercher les leaders et ensuite ils essaient aussi de disperser les manifestants. Et il faut le dire aussi, les forces de l'ordre sont pas beaucoup plus nombreux, ils sont pas nombreux, et ce qui fait qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à maîtriser la situation. Ils essayent toujours d'aller à l'ORTM, qui est la télévision nationale, pour qu'il n'y ait pas eu de déclaration ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, ils n'ont pas la maîtrise totale de la situation, mais ils ont quand même récupéré la télévision nationale. Y a-t-il eu des morts ou des blessés dans les échauffourées avec les forces de l'ordre? Des sources sanitaires, nous avons 20 blessés, dont 3 graves qui sont dans les blocs opératoires, et ensuite il y a eu un mort. On a eu le directeur de l'hôpital Gabriel Touré et il nous a notifié qu'effectivement il y a eu 20 blessés, dont 3 graves et un mort. Merci Malick Konaté pour votre participation. Des balles réelles. Merci. Merci Malick Konaté pour toutes ces informations importantes que vous nous donnez depuis Bamako. Nous allons revenir dans les prochaines éditions sur l'évolution de la situation à Bamako, la capitale malienne, Bamako, qui est peut-être en train de basculer. Et retour à Ouagadougou pour parler encore de politique et cette question, allons-nous vers un report des élections législatives de novembre prochain? C'est la volonté des députés qui ont adopté un rapport dans ce sens. Le document a été remis, vous l'avez vu, sur nos chaînes de télévision au chef de l'État. Eh bien, pourtant, la réalisation de ce projet semble de plus en plus improbable. Le front du non est en train de grandir, se sidiger. C'est la classe politique, dans sa quasi-totalité, qui s'est prononcée contre le report de ce vote. Une fois n'est pas coutume, majorité et opposition ont parlé de la même voix au terme d'une réunion sous les auspices du ministère de l'administration territoriale. Le compte rendu de Roméo Koïta. Report de l'élection législative à une date ultérieure. La majorité présidentielle et l'opposition politique disent non. D'un même ton ferme, les deux entités rejettent cette proposition de l'Assemblée nationale. Il faut que les deux élections, présidentielles et législatives, se tiennent le 22 novembre comme prévu, ont affirmé Simon Compaoré et Zéphirin Diabré, représentant respectivement la majorité et l'opposition aux sorties de leur concertation. Nous sommes arrivés à la conclusion commune des deux composants du dialogue politique qu'il était plus urgent et facile et approprié de nous en tenir aux conclusions du dialogue politique sur la même question, à savoir le maintien à une date unique, donc le couplage des élections donc, législatives donc, et présidentielles, et qu'il se déroule donc comme c'est prévu pour le 22 novembre 2020. C'est la conclusion à laquelle donc, nous sommes parvenus tous les deux. Et bien entendu, dans le compte-rendu que nous ferons au chef de l'État qui a demandé nos observations, cette position-là donc sera réaffirmée. Cette proposition de reporter l'élection législative émane des députés
qui, au terme d'une tournée dans les régions les plus touchées par l'insécurité, sont parvenus à la conclusion selon laquelle le contest ne s'y prêtait pas et par conséquent qu'il serait souhaitable de découpler le scrutin du 22 novembre. Sur la question sécuritaire avancée par les élus nationaux pour justifier leur position, opposition et majorité ne souhaitent pas faire de commentaires. L'essentiel pour eux étant le respect du calendrier électoral. Non, nous ne souhaitons pas dire plus. L'essentiel, vous le savez, c'est que les deux composantes se sont entendues et ont estimé qu'à l'étape actuelle de nos préparatifs et des engagements que nous avons convenus ensemble, il est bon qu'on s'en tienne au timing qui a été adopté et qui est connu et qui, sur la base de ce timing, le corps électoral a été convoqué. Et nous, partis de l'opposition, partis de la majorité, nous travaillons sur la base de ce timing-là. Je crois que c'est l'essentiel. Et ça suffit pour aujourd'hui. Les deux partis iront rendre compte au président du Faso de leur décision. Lui qui, après avoir reçu le rapport des mains du chef du Parlement, l'a remis respectivement à l'APMP et au CEFOP pour avoir leur avis sur la question. Un avis désormais clair, pas de prorogation de mandat pour les députés. Et pendant ce temps, les pions bougent, les positions se précisent à l'approche des élections générales du 22 novembre prochain. Ce vendredi, deux partis ont signé une convention, le FFS et l'AGIR de Adama Kanazoé, le désormais ex-conseiller du chef de l'État. Ce dernier, vous le savez, a démissionné de son poste suite à son implication présumée dans l'affaire rétrocommission sur un marché de construction de routes. Le président de l'AGIR qui a été tout naturellement assailli des questions par les journalistes sur le sujet. Roméo Koyeta. C'est un Adama Kanazoé serein et sûr de lui qui s'est présenté devant la presse ce vendredi. Il se savait très attendu et il veut s'assumer. L'affaire de la bande sonore, dans laquelle il réclame des commissions dans l'exécution d'un marché de construction de routes, aura finalement eu raison de son poste de conseiller spécial du président du Faso. Mais il se veut clair, il n'a pas été forcé à la démission. C'est un choix personnel, dit-il, pour se mettre à la disposition de la justice. Pour permettre à la justice burkinabé de pouvoir travailler sereinement dans le cadre donc d'une affaire qui me concernerait et pour laquelle je reste en attente donc des suites judiciaires. L'autre fait qui justifierait cette démission selon Adama Kanazoé, c'est qu'il veut se consacrer à son parti. Mais cette affaire rocambolesque ne pourrait-elle pas porter un coup dur à sa carrière politique s'il était reconnu coupable de malversation? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, ce que vous constatez, c'est que le parti continue de travailler sur le terrain et que les militants sont à la tâche. Et les militants s'enrôlent régulièrement, travaillent sur le terrain. Et je pense que le plus important, c'est de permettre à la justice burkinabé de travailler sereinement parce que la présomption d'innocence existant pour tout le monde, il serait aujourd'hui trop précipité de condamner l'un ou l'autre, mais le plus important pour moi, c'est que ma volonté à moi, c'est que la vérité triomphe sur cette affaire. Et comme je l'ai dit, quand la vérité triomphera, beaucoup fléchiront genoux et demanderont pardon au Seigneur pour avoir condamné trop tôt. Il dit avoir le moral haut et pense même déjà aux prochaines consultations électorales où il ne compte pas faire de la figuration. Son parti signe dans ce sens une convention d'alliance avec le FFS, le Front des forces sociales. L'idée est d'aller en rang serré aux élections. L'étape des partis, je dirais, individuels, solitaires, qui engrange des résultats médiocres, nous interpelle. Comme disait le président Kanazoé, le FFS est un parti qui a 24 ans aujourd'hui, avec les résultats mitigés que nous connaissons. Et nous sommes conscients qu'à chaque fois que nous avons eu des résultats probants, c'est à chaque fois que nous avons eu à faire des alliances avec des camarades sur le terrain. Les deux nouveaux alliés disent attendre l'adhésion de d'autres formations politiques dans les prochains jours, dans la perspective de former un grand parti de gauche qui pourra pousser le candidat de la majorité présidentielle, Roch Kaboré, à la victoire au soir du 22 novembre prochain. Voilà, et la transition est toute trouvée pour recevoir l'invité de ce journal, Issa Dominique Konaté, deuxième vice-président du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Issa Dominique Konaté, bonsoir. Bonsoir, Hervé. Vous êtes là pour nous parler de l'investiture du candidat de la majorité. C'est en marge du congrès extraordinaire d'investiture qui se tiendra demain. Vous venez de suivre le reportage qui vient de passer, deux partis qui se mettent ensemble
pour soutenir la majorité. Vous avez aussi entendu les déboires du président de l'AJ, Adama Kanazoé, qui est soupçonné dans une affaire de rétrocommission sur un marché de construction de routes. Il était conseiller du chef de l'État, il a démissionné. Avant lui, il y a eu le maire de Ouaga qui a été aussi soupçonné dans des affaires de malversation. Quand des proches du chef de l'État sont impliqués ainsi dans des affaires aussi curieuses, est-ce que cela ne porte pas un coup au candidat de la majorité? Merci pour cette question. Je pense que effectivement, l'actualité s'anime et il est normal à l'approche des échéances électorales que le monde, j'allais dire, politique et le landerneau politique s'excite. Et naturellement, la société civile et les citoyens lambda deviennent de plus en plus attentifs à tout ce qui se passe dans ce milieu-là. Bon, ce que je viens de voir, je veux dire le rapprochement entre deux formations politiques qui se réclament de la majorité présidentielle, je considère que c'est un heureux événement. Je pense que c'est l'union qui fait la force. Et je pense que si leur ambition est d'être beaucoup plus fort pour apporter une contribution plus significative aux côtés du président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est tant mieux. Maintenant, pour tout ce qui concerne les questions polémiques autour, j'allais dire, de la conduite ou des comportements ou des implications des uns et des autres, je crois que, comme je l'ai dit, quand on est un homme public, il faut s'attendre à être scruté sous tous les angles. Et ce n'est pas nécessairement tout ce qui s'est dit qui est vrai. Je pense qu'il faut avoir la sérénité et le recul nécessaire pour s'assurer que les investigations, s'il y a des investigations à faire, qu'elles se mènent le plus sereinement possible. Et que, comme tout citoyen, si on a fauté quelque part, on puisse se corriger ou en tout cas se reprendre. Et puis, c'est ainsi la vie. Je veux dire, les gens sont plus exigeants pour nous, les hommes politiques, que pour les citoyens lambda, que pour vous, les journalistes. Alors, venons-en au congrès extraordinaire d'investiture de demain. Que va-t-il se passer demain? C'est un temps fort de la vie d'un parti. Dans un processus démocratique comme le nôtre, où il y a une périodicité du renouvellement d'un certain nombre de mandats. Nous avons notre candidat et notre champion qui est en train d'achever son premier mandat. Le peuple a fait confiance à notre parti, le MPP, et nous avons ce congrès extraordinaire. Vous avez dit que c'est en marge du congrès qu'on va faire l'investiture. Non, le but du congrès est justement de faire l'investiture et d'investir notre candidat. Et naturellement, nous rassemblons les éléments, je veux dire nos militants et les responsables de toutes nos structures à travers le pays qui viennent, qui sont également à l'heure de la redevabilité, ceux qui sont les relais du parti dans tous les hameaux de culture et dans tous les coins de ce pays-là, doivent venir lors d'un congrès extraordinaire comme celui-là, faire une introspection, se regarder en face dans le miroir et regarder le parcours que nous avons fait avec notre président au cours des dernières années, faire un bilan, l'approprier pour repartir dans le cadre de la redevabilité lors des campagnes électorales dont les échéances sont fixées pour défendre notre bilan et puis dire qu'est-ce que nous comptons apporter pour davantage pour le bonheur du peuple burkinabé. Donc les enjeux de ce congrès-là, c'est effectivement de permettre à tous les militants, à tous les responsables, et par-delà ces militants-là, à l'ensemble du peuple qui a fait confiance à notre parti pour conduire les destinées du pays, de pouvoir s'arrêter, faire un bilan et puis se projeter pour les 5 années à venir. Et naturellement, nous avons déjà eu un congrès ordinaire qui avait donné le ton. Nous savons que notre président, il a un bilan dont nous sommes fiers. Nous voulons lui permettre de continuer cette œuvre-là. Et je crois qu'il n'y aura pas de surprise.
il sera investi et avec tout le face qu'il faut pour un grand parti comme le MPP. Alors, parlant de bilan, en quelques mots, quel sera le bilan que vous allez défendre là-bas? Mais quelques mots. Vous avez le programme du candidat, Roch. Vous avez vu que sur tous les fronts, que ce soit du point de vue du renforcement de la démocratie dans notre pays. Et l'un des témoins, je pense que vous êtes des journalistes, vous savez très bien que la démocratie, c'est la liberté et dont les gens jouissent dans ce pays-là. Deuxièmement, c'est l'effort de stabilisation et j'allais dire de renforcement des mécanismes institutionnels, que ça fonctionne jusque-là. Tout à fait. Troisièmement, c'est du point de vue de la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures économiques et la réponse à des besoins sociaux pressants, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de la scolarisation, que ce soit dans le domaine des infrastructures. Et naturellement, un sujet qui est là, nous avons un talon d'Achille, c'est toute la contrainte sécuritaire, tous les problèmes d'insécurité qui ont été imposés à notre candidat depuis son avènement et qui font que, bien sûr, on aurait pu faire beaucoup plus si on n'avait pas eu un certain nombre d'obstacles comme la question du terrorisme et de l'insécurité dans notre pays. Vous allez parler aussi de la gestion des affaires avec les multiples suspicions de corruption qu'il y a eu? Quand j'ai parlé tout à l'heure de ce qui est de la gouvernance, je pense que notre parti a toujours dit haut et fort, et le président Roch Marc Christian le premier, en disant que c'est tolérance zéro. Et chacun doit être responsable de ses propres turpitudes. Nous avons mis, et c'est le président Roch qui a mis en œuvre les lois sur les délits d'apparence. D'accord. À la veille de ce congrès, qu'est-ce que vous avez à dire à vos militants? Ce que j'ai à dire à mes militants, c'est qu'ils peuvent être fiers de ce qui a été accompli par leur parti sous la conduite du président Roch Marc Christian Kaboré. Nous avons eu des obstacles réels, nous avons des contraintes réelles qui nous ont empêchés de faire tout ce que nous voulions faire, mais ensemble, mobilisés, nous allons pouvoir faire davantage. Merci bien, Issa Dominique Konaté, d'être venu sur ce plateau pour nous parler du congrès extraordinaire d'investiture du candidat de la majorité, Roch Marc Christian Kaboré. Le congrès, c'est pour demain. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et je suis sûr qu'à la fin du congrès, vous serez plus édifiés sur ce qu'on aura pu faire ensemble. Ça sera un plaisir pour nous de vous recevoir pour en parler. Je vous remercie. Voilà, et nous poursuivons ce journal pour parler d'élections en commun, surtout de réconciliation nationale. Eh bien, c'est le leitmotiv du HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, a entamé une série de rencontres pour évoquer ce sujet. Le point de la rencontre avec la Côte d'Air est signé Majid Bakwa. Les membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale échangent avec les partis de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale CODER. Ils sont venus partager la feuille de route et la vision du HCROUN en matière de réconciliation nationale. Il s'agit aussi de recueillir les avis et contributions de ces acteurs politiques au processus de réconciliation. Nous lançons un appel au président Kaboré qu'il enclenche sans délai le processus de la réconciliation nationale. Si les Burkinabés s'asseyent, discutent, s'écoutent de façon sincère, de façon ouverte, nous disons que dans l'inclusivité, nous allons trouver les solutions à nos problèmes. Et ce que nous voyons venir au niveau des prochaines élections, si d'aventure on ne se réveille pas, nous allons vers le chaos. Parce qu'aujourd'hui, avec les prises de position des uns et des autres, nous allons vers la confrontation. Travaillons à éviter la confrontation. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série d'échanges avec les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les autorités coutumières et religieuses et d'autres couches sociales. Ce sont des rencontres de partage autour de notre mission de la réconciliation nationale. Le partage pour que nous sachions, nous accordions nos violons, pour être sûr que tout ce que nous rencontrons et que nous avons rencontré, que nous allons continuer de rencontrer, que nous avons la même compréhension de la réconciliation, que nous partageons les mêmes valeurs qui doivent nous motiver chacun dans le rôle qui est le sien à aller
ensemble aller de manière inclusive à ce processus-là. Les différentes contributions de cette rencontre serviront de matière à réflexion et de proposition pour faire avancer le processus de réconciliation nationale, selon le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Changement de cap, le ministre des Infrastructures qui n'en finit pas avec les visites sur les chantiers de construction de routes. Éric Bougouma s'est rendu sur la RN2, notamment sur l'axe Gourcy-Waïgouya, où le ministre des Infrastructures a constaté l'état d'avancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie urbaine de la ville. Abdelaziz Assari. Les ouvriers en plein mélange de béton et le bulldozer au nettoyage du sol. Les travaux d'aménagement et de bitumage des voiries urbaines se poursuivent dans la ville de Waïgouya. Certaines dalles de caniveau sont déjà terminées et d'autres en cours de fabrication. Nous n'avons aucune difficulté pour le moment. Tout se passe très bien. Et on a obligation de résultat, c'est-à-dire on a obligation de finir les travaux dans les 6 mois et parti. Donc il n'y aura pas de problème. Techniquement, tout ce qui est comme plan d'exécution a été fourni au bureau d'études. Donc je pense que dans cette semaine, on va commencer les ouvertures des voies et la préfabrication des pédales et puis des dalettes. Ce sont au total 12,7 km de voiries urbaines qui seront bitumées dans la cité de Nabakango. Le coût de ces travaux est estimé à plus de 4,6 milliards de francs CFA, cofinancés par la Banque mondiale et le gouvernement burkinabé. Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ce que nous avons observé et nous avons mis la pression sur l'entreprise pour que le rythme qui commence soit renforcé, n'est-ce pas, soit stabilisé une fois renforcé pour que d'ici 1 mois à 2 mois, ces voiries prennent corps, prennent forme et que nous puissions revenir peut-être même avant pour constater. L'autre chantier visité par le ministre des Infrastructures ce 7 juillet est la RN2, axe Gourcy-Waïgouya. Sur ce tronçon de 45 km à revêtir, 8 km sont déjà couverts par le bitume. Au regard de la qualité du goudron, Éric Bougouma n'a pas pu s'empêcher de l'immortaliser une fois les pieds sur l'infrastructure. C'est la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de l'entretien routier. Nous n'attendons pas que la chaussée devienne impraticable, comme c'est le cas sur la route Gungen-Fadangourma, frontière du Niger, et donc chose qui engendre des coûts exorbitants, de longues procédures de passation de marché. Et donc, nous avons choisi ici sur la RN2, comme sur la RN6 et bientôt sur d'autres routes nationales, de mettre en œuvre cette nouvelle stratégie qui consiste à réhabiliter la route en béton bitumineux avant que la structure même ne soit totalement touchée. L'axe Gourcy-Waïgouya est la première phase des travaux de revêtement de la RN2. La seconde phase va concerner le tronçon Gourcy-Ouagadougou, long de plus de 100 km. Plusieurs semaines après les plaintes sur les réseaux sociaux et le reportage de la télévision BF1 sur le phénomène des anomalies constatées sur les factures de l'ONEA, eh bien, la Ligue des consommateurs sort enfin de son curieux silence. Elle s'est prononcée sur le sujet au cours d'un atelier qui a réuni les deux parties aujourd'hui. Luc Pabelgem. C'est un atelier aux allures de rattrapage organisé par l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, à l'intention de la Ligue des consommateurs du Burkina. Des informations et des échanges vont constituer le plat de résistance de la rencontre, mais surtout des explications. Le système de relevé bimestriel avait déjà fait l'objet de rencontres entre l'ONEA et la Ligue des consommateurs, mais les récents problèmes liés à la facturation qu'ont connu la plupart des clients de la nationale de l'eau montre l'urgence de ce cadre. L'objet de notre rencontre ce matin, c'est d'échanger avec la Ligue des consommateurs, qui sont les représentants de la population, sur les difficultés que nous rencontrons actuellement liées au système de facturation bimestrielle que nous avons engagé. Nous voulons leur expliquer totalement ce qu'il y a, comment ça se passe. On a eu une première rencontre, mais suite à ce qui s'est passé par rapport au montant élevé des factures enregistrées, nous avons jugé nécessaire de lever une fois de plus les rencontrer pour échanger. C'est une première phase. Nous rencontrons ceux qui sont dans la zone de Ouagadougou. Le président de la Ligue des consommateurs est là. Une deuxième phase aura lieu le 17 juillet au niveau de Bobo pour ceux qui sont dans la zone de Bobo.
accusée d'avoir brillé par son silence. La Ligue des consommateurs du Burkina trouve en cet atelier l'occasion d'outiller ses représentants des 45 provinces du Burkina Faso afin que ces derniers puissent donner la bonne information à la base. Pour ce qui est des factures de mai, avril-mai, tout est suspendu. C'est annulé. Ils vont reprendre les factures. Si ça s'avère qu'il y a des consommateurs qui avaient payé plus, ça sera donc défalqué par la suite. Le reliquat sera défalqué les mois à venir. C'est bien ça, je parle sous l'oreille du DG. Donc il faut que la population se calme. La population doit se calmer, autrement dit les consommateurs de l'ONEA doivent se calmer parce que toutes les factures de mai et avril-mai sont annulées. Elles sont annulées, donc il n'y a pas de panique parce que nous avons vu des gens qui avaient des paiements de 23 000 par mois et qui se retrouvent pratiquement avec des factures de 700 000. C'est difficile à comprendre. Donc que tout ce monde se rassure que c'est annulé. Maintenant, par la suite, ils vont reprendre les facturations et ils vont revenir aux consommateurs. Voilà le travail que nous avons fait. Ce n'est pas parce que nous étions absents sur le terrain, mais nous étions en train de travailler de façon à clarifier cette situation au bénéfice, bien entendu, des consommateurs. Cet atelier d'information et d'échange ONEA Ligue des consommateurs du Burkina réunit les techniciens de l'Office national de l'eau et de l'assainissement et 27 représentants provinciaux de la Ligue des consommateurs. Il est prévu une visite de terrain pour cette étape de Ouagadougou et dans la foulée, une autre rencontre est prévue pour se tenir à Bobo-Dioulasso dans une semaine. Et pour terminer, l'élevage pastoral au centre d'un atelier qui a réuni les acteurs de 5 pays dans le Burkina Faso. Objectif, se pencher sur le projet concernant les systèmes d'évaluation des pâturages. Détail, Justin Monteau. Cet atelier. Améliorer l'élevage pastoral. C'est l'engagement de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de la FAO en collaboration avec les ministères en charge des ressources animales des 5 pays qui sont le Niger, le Kenya, le Kyrgyzstan, l'Uruguay et le Burkina Faso. Réunis au cours d'un atelier, ils proposent une méthodologie pour mener à bien ce projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Nous avons implémenté une méthodologie pour évaluer la santé des parcours. Qui dit parcours, c'est les pâturages là où les animaux vont pour trouver leur pitance quotidienne. Et nous avons jugé qu'effectivement, il y a des méthodes qui ont été implémentées par le passé, mais qui ne prenaient pas en compte l'ensemble donc des acteurs sur le terrain. Je veux dire les agriculteurs, les éleveurs, qui au quotidien utilisent ces ressources-là, et d'autres acteurs. Informer le public sur les avantages que présente le projet en termes d'amélioration des évaluations des pâturages. Les acteurs de l'agropastoralisme au Burkina Faso sont principalement ciblés. Pour nous, à l'UICN, cette initiative rentre dans notre démarche globale qui est que tous les parties prenantes doivent être habilités pour assurer une gestion durable des ressources naturelles. Et donc, les éleveurs, ils ont des connaissances. Les techniciens et chercheurs en élevage, ils ont des connaissances. Et si on met ensemble ces connaissances, on produit une autre connaissance de valeur plus élevée que si chacun utilisait sa connaissance. Pour mieux impliquer ces acteurs, une caravane de dissémination a été organisée. Cela a permis d'avoir des échanges avec des acteurs communaux, régionaux et centraux. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la télévision BF1 tout à l'heure. À 20h15, ça sera le journal à langue nationale Morée. Puis à 21h00, votre émission de sport préférée, le Sport Time avec John William Sonda. Moi, je vous retrouve demain à la même heure, 19h30. Merci de votre fidélité. Au revoir.